Max, tu dirais quoi à un coach qui veut se lancer en FA? Bah déjà de vérifier s'il aime vraiment ce sport, ou alors si on va dire c'est un hobby comme un autre ou un hobby de passage. Parce que coach en FA, c'est pas on va dire c'est pas tous les jours la chose la plus stimulante qui puisse exister. Et puis en fait plus les années avancent, plus c'est compliqué aussi de se faire une place. Donc faut savoir dans quoi tu t'engages. Moi je dirais, dis-moi. Est-ce que tu penses qu'il y a un minimum de temps de pratique à avoir? Ou je sais pas, au niveau de la formation? Bah forcément, il faut avoir un temps de pratique minimal parce qu'en fait, ce qui fait de toi un bon coach, c'est généralement ton expérience. Si en fait tu as commencé la force il y a 2 mois, bon, généralement je te prendrai pas en tant que coach. Donc pour moi, oui, effectivement, il faut un temps de pratique minimal. Et bien évidemment, ne pas se reposer sur uniquement ça parce que je connais des gens qui pratiquent depuis 10 ans et qui ont des connaissances bah, vraiment limitées, quoi. Donc ne pas hésiter à se former. Mais globalement, je dirais pour trouver 3 qualités qu'il te faut pour être coach, c'est de la patience, de la pédagogie et être un bosseur. Parce que globalement, tu peux avoir, je le disais hier, mais tu peux avoir les meilleures connaissances du monde, être un extrêmement bon programmateur ou je ne sais quoi. Si tu as la flemme de bosser, que t'es pas investi, que t'es pas des pédagogues, etc., en fait, tu vas pas pouvoir transmettre ton savoir correctement et en fait l'athlète bah, pourra pas progresser. Donc moi je préfère un gars, tu vois, qui est peut-être pas voilà, triple champion du monde, qui a pas 10 ans de FA derrière lui, etc., et qui prend le temps de se former, qui est présent pour ses athlètes, etc., plutôt que le gars méga coté qui est censé bah, connaître sur le bout de ses doigts en fait le powerlifting, mais qui au final a la flemme de s'investir, n'est pas présent pour ses athlètes, etc. Donc globalement, si tu as ces 3 qualités, C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Ouais, et puis bah, faut être aussi passionné par le sport et c'est ce qui va aussi te pousser Ouais, le sport, mec. à te renseigner et à pousser, à développer aussi ta pratique. Parce que en te développant toi, tu vas pouvoir aussi bah, développer ton expérience et développer tes connaissances de par ta pratique. Et ça va aussi te pousser à faire des recherches supplémentaires. Ouais. Pour par la suite en fait transmettre tout ce que tu as appris de par ton vécu et de par tout ce que tu as pu lire et tout ce que tu as pu écouter sur ces sujets. Je suis d'accord avec toi. Ouais. J'allais rajouter, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as parlé du sport. En fait, il y a beaucoup de personnes qui font du powerlifting déjà qui ne sont pas sportifs, qui n'aiment pas le sport en lui-même. Donc, le sport, c'est vraiment la notion globale. Pour être coach, bon déjà généralement, il faut que tu aies le diplôme. Donc pour avoir le diplôme, il va falloir que tu passes par une filière sportive spécifique ou pas, mais il faut que tu aimes le sport. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui coachent en powerlifting, mais qui n'ont jamais fait de sport, qui se sont jamais penchés sur déjà les bases de la prépa physique, etc. Et qui se retrouvent à coacher dans un sport sans être sportif et donc sans avoir les connaissances globales. Je sais pas, ils n'ont pas les bases sur les filières énergétiques, ils ne connaissent pas vraiment leur système ostéotendineux. Enfin, il y a énormément de lacunes qui font que ils sont pas du tout complets et ils vont être bah, même pas très enfin ils vont même pas être dans la théorie en fait, ils vont être vraiment dans bon bah j'ai testé ça sur moi, je sais pas pourquoi ça marche mais ça a marché, fais ça, tu vois. En fait, Ouais, c'est des ouais. personnes qui vont pas s'intéresser à l'aspect global qui tourne autour du sport et du coup ils vont faire bah, très difficilement des liens, ils vont aller ils vont jamais aller loin en fait dans la réflexion, etc. Et donc faut être passionné par le sport dans son Après, ensemble. t'as quand même des gens qui se reposent aussi là-dessus. Les théoriciens, je suis d'accord. Je suis d'accord, faut pas essentiellement se reposer sur la science, étant donné que la science c'est quelque chose déjà qui est instable et qui évolue. Et en fait, si on se base sur le système des études, les études c'est quelque chose, voilà, c'est comment dire, le résultat d'une étude c'est un résultat qui est pas pareil, super instable parce que une étude peut dire ça et l'autre en fait, il y a toujours un biais en fait. Ouais, Donc faut savoir comment dire, apprécier tout ce qui va être empirique, tout en gardant une base assez cohérente vis-à-vis de ce que la science nous dit aujourd'hui. yes. Et pour conclure, en vrai, on pourrait parler un petit peu du comment se lancer dans le coaching. Bah, par expérience, je sais que, enfin, globalement, quand tu arrives dans un milieu qui était assez niche, etc., forcément, il y a pas beaucoup de monde sur le marché, donc tu peux facilement te faire une place, parce qu'en fait, juste, il y a plus de demandes que d'offres. Aujourd'hui, ça commence à s'inverser. Aujourd'hui, il y a plus de coachs que d'athlètes.
Donc en fait, tu te retrouves vite dans un marché qui est bondé. Et pour se faire de sa place, malheureusement, il va falloir faire l'influenceur. En fait, à qui aura la meilleure stratégie marketing finalement? Ouais, c'est ça. Et ça a du bon comme du mauvais. Le mauvais, ça va être l'image que ça peut renvoyer. Moi, je sais que chez Hermès Process, je tiens à ce qu'on garde une image de coach et qu'on parte pas dans ce qui va être l'influence. Donc, je sais pas, les vannes à tout va, les stratégies marketing sur Instagram, etc. On reste sur du brut, quoi. Et ça, j'aime bien cette idée-là, tu vois. Je sais que lui, il a fait un master en marketing, communication, donc il va pas être trop de mon avis, mais Si, en fait, bah, c'est important en fait d'être cohérent dans sa stratégie. C'est-à-dire de pas partir dans tous les sens, d'un coup faire des vidéos drôles, d'un coup faire des vidéos sérieuses, même si on peut combiner les deux, bien sûr. Essayer d'avoir tu vas perdre ton audience, en fait. essayer d'avoir une DA, en fait, Ouais, c'est ça. comme, Ouais, comme ce que tu essayes de faire. si tu pars sur toutes les DA imaginables et possibles, en fait, ton audience, ça va jamais réussir à suivre ta ligne directrice. Parce que si, en fait, un jour t'es drôle, comme tu dis, un jour t'es moins drôle, un jour t'es triste, enfin, je sais pas, genre. Si en fait, ta DA, elle a toutes les émotions possibles, tous les formats possibles, etc. Un jour t'es rouge, un jour t'es bleu. Ouais, c'est ça. En fait, à vouloir plaire à tout le monde, tu finis par plaire à personne. Donc, faut s'accrocher à ses valeurs et retranscrire ses valeurs à la caméra. Et en fait, se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de pouvoir vivre de ma passion et bien encadrer mes athlètes et voilà, je m'arrête à ça. Ou alors voir plus gros, voir plus, entre guillemets, comment augmenter mon CA en oubliant un petit peu par moments ses valeurs, etc. et s'enfermer dans un truc un peu plus marketing, enfin une recherche de développement un peu plus monétaire, tu vois. Faut se poser la question, mais déjà si tu débutes dans le coaching, tu vas pas se poser cette question-là, tu vas surtout te dire comment être un bon coach demain en fait. Moi, je dirais commencer déjà à partager en fait ce qu'il peut faire lui-même sur les réseaux, tu vois. Ses entraînements, Ouais. peut-être s'il a commencé à coacher, partager les résultats de ses athlètes. Bah, de toute façon, il n'y a que ça qui paye. Hein. Tu peux avoir la meilleure DA du monde, les meilleures vidéos, etc. Si tu n'as jamais de témoignages athlètes, jamais un de tes athlètes en fait, met en valeur ton travail de par ses résultats, bah, ça va être très compliqué de te développer parce que moi je m'en fous que tu aies un beau feed Instagram et que tu filmes en 4K. Si tu n'as pas d'expérience, pourquoi je te ferai confiance en fait? Ouais. Et faire l'effort aussi de se montrer en compétition. Par exemple, au France, on a vu des coachs, des athlètes qui étaient sans leur coach. Et les coachs qui n'ont pas fait l'effort de se déplacer. Et c'est un vrai plus de pouvoir être présent lors des compétitions. Surtout que les finales nationales, c'est pas n'importe quoi. T'as pas pu te déplacer au régional, au fin fond de la Creuse de ton athlète parce que, il y a un moment où tu peux pas soit te dupliquer, soit tu peux pas, t'as pas un salaire illimité non plus, donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que pour le coup, le fait de pas avoir ne pas avoir son coach en finale nationale, je trouve ça un peu moyen. Ouais, c'est vrai. Après, il y a autant d'excuses que de compétiteurs, donc voilà. Et C'est déjà pas mal en vrai. c'est déjà pas mal, donc avoir une stratégie qui est cohérente vis-à-vis de ses valeurs Et faire du bon boulot. ouais, ensuite faire du bon boulot. Je connais pas mal de coachs qui ont vraiment une stratégie marketing un peu à chier, mais vu qu'ils font du très bon boulot, bah le bouche à oreille fait son effet. Alors peut-être qu'ils finiront jamais avec des demandes chaque semaine ou je sais pas quoi, mais ils auront toujours un pôle d'athlètes assez complet, étant donné que en fait seul leur travail suffit, seul le travail qu'ils font avec leurs athlètes suffit déjà à renouveler quand il y a du turnover et à conserver leurs athlètes. Toi. Ouais, parce qu'en fait, si t'es très bon au niveau marketing, t'arrives à attirer du monde. Mais que, en fait, quand on te pose la question, ah, il est bien ton coach, bah, pas ouf. Ouais, il est bien ton coach. Ouais, j'attends la fin de période d'engagement. Ouais. En vrai, c'est important de faire aussi du bon boulot en priorité, tu vois, et puis après développer. Penser à ses athlètes en premier. Ouais. Toi d'ailleurs, par rapport à tes athlètes, est-ce que tu as des athlètes qui communiquent pas beaucoup, genre comment tu réagis si voilà, tu reçois un retour toutes les 2 semaines ou alors tu as besoin de réclamer ton retour? Est-ce que tu le prends mal? Est-ce que tu es compréhensif? Qu'est-ce que tu mets en place avec ces athlètes-là? Ouais, ça m'est déjà arrivé. En vrai, ça me fait quand même un peu chier. Parce que c'est important en fait d'avoir le feedback des séances, de la prog, pour pouvoir en fait m'exprimer dans mon travail et faire le meilleur
le meilleur taf possible et qu'ils puissent progresser. Si en fait j'ai pas toutes les infos, en fait à la fin de bloc par exemple je me retrouve comme un con en mode qu'est-ce qu'il a fait sur ce bloc, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est pas bien passé, comment il évolue techniquement. Donc ouais, en vrai c'est pas genre je le prends mal, mais souvent en fait c'est moi-même, tu vois, je vais voir mon athlète et je lui dis salut chef, où t'en es, etc. Je fais des relances. Après si je vois que c'est un athlète qui est plutôt autonome et franchement ça le va comme ça, j'ai des athlètes en hebdomadaire qui ont un fonctionnement où en mode ils aiment bien être tranquilles, enfin eux en fait ils cherchent pas à aller plus loin, tu vois, alors que je leur propose, tu vois, le quotidien. Imo, c'est des flemmards. Après, ouais, ça fonctionne un peu comme ça, mais c'est vrai que moi, dans l'optique, j'ai envie de faire progresser au maximum du maximum mon athlète. Donc, pour moi, en fait, c'est essentiel d'avoir une bonne communication. Donc, ce que je fais vraiment, c'est que moi, je pousse à la communication. Et même, en fait, dans mes retours, je demande souvent à l'athlète qu'est-ce que tu en as pensé. Tu vois, s'il me donne en fait des infos brèves, en mode ouais, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as réussi à appliquer la Q que je t'ai donnée? Tu le challenge sur son retour. Ouais, je le challenge sur son retour. Et souvent, j'arrive à avoir des bons résultats, tu vois, là-dessus. Et en fait, souvent, ça fait avancer même la compréhension des Q. Parce que je me rends compte qu'en fait, des fois, ils me disent ah ben, j'ai essayé, en fait, mais finalement, j'ai pas très bien compris. Et du coup, ça me permet de donner un autre axe, en fait, de travail, tu vois, au niveau de la Q. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai créé un fichier sur le template que tu peux remplir et envoyer en screen. En gros, c'est un fichier où il y a marqué squat, je travaille sur tel Q, il doit écrire la Q que je lui ai passée, il doit cocher compris, pas compris, en cours de travail, squat, bench, deadlift, et après il y a plein de questions sur lesquelles il peut répondre avec une case. En gros, moi, les athlètes, ils font ça. Ils me remplissent ce feedback-là, ils me le screen, ils me l'envoient. Et comme ça, ils sont pas obligés de développer un pavé ou alors ils savent pas trop quoi dire. Je les ai orientés directement vers ça. Et en plus, c'est super visuel parce que quand c'est bon, il y a du vert. Quand c'est pas bon, il y a du rouge. Et dès qu'il y a du rouge, du coup, je regarde bien le feedback. Et je vois. T'as demandé à faire ça à ceux qui avaient du mal en communication? Ouais. Parce que moi, j'en aurais parlé, mais il n'y a aucun de mes athlètes qui l'utilise aujourd'hui. Oui, parce que les gens ne se sont pas investis. C'est la réalité, en fait. Remplir un truc, c'est contraignant. Ça demande du temps, tu vois. Ouais. Mais en fait, si tu sais pas faire un retour et qu'on te donne un outil et que tu n'utilises pas l'outil, pour moi, c'est de la fainéantise. Ouais. Après, moi, je leur dis cash, tu vois. Mais ouais, moi aussi, j'hésite pas à les challenger et de leur dire. En fait, tu peux pas avoir des résultats à la hauteur de tes attentes si tes attentes sont élevées en ne glandant dans rien, en fait. L'entraînement, si c'était juste je vais à l'entraînement, je coche des cases et je rentre chez moi et la FA ça n'existe plus, en fait, d'accord, mais revois tes attentes un petit peu, tu vois. Parce que si le mec qui est champion de France, il fait le quadruple de ton boulot, c'est pas toi en faisant 4 fois moins que tu vas le rejoindre sur le podium, quoi. Ouais, c'est ça, il y a quand même pas mal d'athlètes en fait qui prennent un coach et en fait qui font la prog, ils envoient leurs vidéos, mais par exemple par magie, on pourrait essayer. Par exemple, ils font pas l'effort en fait de plus communiquer avec leur coach ou en fait de bien remplir leur template ou tu vois, ils font à moitié les choses en fait au final et résultat en fait c'est des marges de progression en fait qu'ils perdent. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Toi, ça t'arrive régulièrement d'avoir ça comment? Alors, moi, ça fait un petit bout de temps du coup que j'ai plus d'athlètes qui sont pas investis. Enfin, ça arrive toujours d'avoir des mauvaises surprises, mais généralement déjà lors de l'appel téléphonique de début de suivi, je mets les choses au clair de mon côté et de celui de l'athlète. Donc concrètement, est-ce que l'athlète est réellement investi et prêt à s'investir? Donc voilà, sur l'appel téléphonique, je lui vends pas du rêve, hein, je lui explique que t'auras rien sans rien. Donc généralement, il y a une bonne discussion par rapport à ça. Et en plus de ça, généralement, un athlète investit de l'argent dans un coaching. Donc s'il s'investit pas, il sait très bien qu'il met de l'argent en l'air, quoi. Donc ça cadre directement les choses. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé et que j'étais un coach à 50 balles, comme on appelle ça, c'est sûr que j'avais beaucoup de personnes qui en fait ne voyaient pas l'argent partir, parce que 50 balles c'est un repas au resto, quoi. Et du coup qui étaient beaucoup moins investis. Ouais. Maintenant, les athlètes qui sont les moins investis que j'ai actuellement, en fait, forcément je les relance, je leur envoie des messages.
Des fois, je leur explique que voilà, il me manque des données. Forcément, c'est frustrant quand tu vas pour faire la relance du cycle de ton athlète et que tu vois qu'il n'y a aucune donnée sur le template, ou du moins c'est très mal rempli parce que je fais en sorte que chaque semaine je regarde si tout se passe bien. Et que tu es là, en fait, tu sais pas réellement quel format tu peux relancer, quel format tu peux incrémenter, etc. Donc c'est plus frustrant qu'autre chose en fait, mais je suis plus du tout dans cette culpabilisation de me dire ouais, je fais du mauvais boulot avec cette personne parce que j'arrive pas à travailler. C'est plus en mode je pourrais bien travailler, mais en fait la personne remplit pas sa part du boulot, donc j'ai plus ce souci de me dire ok, la personne stagne, etc. C'est de ma faute. Non, je sais clairement que si la personne était investie et ferait le minimum qu'elle doit faire, elle progresserait. Voilà, après, si un jour il y a une discussion avec une personne qui je sais pas, c'est un athlète qui me reproche ou alors qui me fait sous-entendre qu'il a envie de progresser et qu'il n'est pas investi, bah, clairement je vais lui dire écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu vois. Ouais. Mais j'essaie de garder justement mon énergie pour les personnes investies. Là où à l'époque, je dépensais beaucoup d'énergie pour les personnes qui n'étaient pas investies. Tu sais, à leur réexpliquer les choses, à me creuser la tête en fait sur qu'est-ce que je pourrais faire sur la prog qui va le faire progresser, etc. En fait, non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est juste la personne qui doit s'investir et ça va se débloquer. Donc voilà, je laisse couler, mais forcément c'est frustrant et même l'impression de bosser un peu, de gagner de l'argent pour rien. Tu vois, genre j'aime pas ça, j'aime pas le truc de recevoir mon virement du mois et en fait de me dire ce mois-ci je t'ai fait un retour et je t'ai fait ta prog quoi, mais la prog j'ai fait avec les moyens du bord, enfin tu vois. Ouais, Donc putain mais qu'est-ce qu'il est con celui-là. Je sais que toi Max, t'as pas mal de femmes quand même dans ton équipe. Est-ce que tu coaches les femmes pareil que les hommes ou en fait t'as des méthodes différentes? Très bonne question et malheureusement on voit beaucoup de programmations qui sont unisexes, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Là où en fait la femme va pas réagir de la même manière que l'homme face à du volume, face à de l'intensité. Déjà parce que anatomiquement en fait on n'est pas conçu pareil, mais surtout vis-à-vis de la charge que la femme soulève. Forcément, plus tu soulèves lourd, plus en fait le stress de l'entraînement va être élevé, même si forcément la charge et le poids de corps c'est quelque chose qui va de soi. Hein. Une femme qui soulève par exemple 120 kg au squat et qui fait 50 kg, forcément pour son corps ça va avoir un stress assez important, mais ça sera jamais autant qu'un gars de 85 kg qui squatte 300 kg, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc forcément les variables sont analysées ou analysables de façon différente et modulables de façon différente aussi. Donc moi, ce que j'aime bien faire avec les femmes, forcément c'est le classique, jouer sur le volume, notamment au bench, énormément de volume parce qu'en fait c'est un mouvement qui récupère super bien et qui est beaucoup moins stressant pour une femme généralement parce que la charge est plus légère et généralement les femmes ont un pointage quand même vraiment pas mal pour la plupart. Tu parles des femmes qui ont un petit bench, un bench médium. Par exemple pour Maïna qui a un Maïna, je la prog comme un homme. Ouais, ok, au niveau parce qu'elle, en fait, au niveau de son niveau... Ouais, son niveau, en fait, fait que je peux la programmer avec un incrément, par exemple, de 2,5 chaque semaine, etc. Ouais. Mais pour la grande majorité des femmes que je coach, je vais programmer différemment sans me baser sur un incrément. Ça va être une charge, par exemple, fixe, qui augmente de bloc en bloc, mais de semaine en semaine n'augmente pas. Et je vais jouer sur un nombre de répétitions, un nombre de séries. Par exemple, je donne un exemple tout simple, mais je peux très bien faire 4x3 à 50 en semaine 1, 4x4 à 50 en semaine 2, 4x5 à 50 et ainsi de suite. Et ensuite, le bloc prochain, on recommence à 52, 4x3 à 52. Et en fait, ne pas être dans ce truc de pendant 2-3 semaines, la charge est trop basse pour que d'une part, il y ait une technique efficiente et qu'il y ait réellement des adaptations qui se mettent en place, mais ni trop haute pour qu'en fait, chaque semaine, elle soit RPE 10. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Par contre, ça me dérange pas du tout de challenger et de beaucoup moins polariser en fait les séances chez les femmes. Par exemple, chaque séance peut être très intense. Là où chez un homme, je vais construire un momentum de jour en jour en fait. Par exemple, chez un homme, je vais avoir un bench secondaire en début de semaine, un petit ternaire entre deux et un primaire en fin de semaine où il va y avoir une grosse intensité.
mais le reste du temps ça va être du submax. Là où chez une femme, en fait, je peux très bien aller vers le J1, c'est un jour où en fin de bloc elle va terminer RPE10, le J2 aussi. Enfin, ça me dérange pas du tout de bosser comme ça au niveau du bench. Et au niveau du squat et du terre? Squat terre, ça va être différent. Ça va être plus une mécanique comme un homme. Ouais. C'est juste les charges qui vont être modulées, voilà, et le volume forcément. Donc j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Peut-être ouais les filles qui ont un sumo. J'ai failli tuer quelqu'un. Attends, je me remets dedans. C'est bon, ok. Je le mettrai à la caméra, je pense que c'est drôle ça. Attends, je réfléchis du coup. Je disais quoi par Peut-être les filles qui ont un sumo? Ouais, peut-être les filles qui ont un sumo assez léger et très ouvert, on va dire très peu d'amplitude, etc. Peut-être que je vais le moduler un peu différemment. Maintenant, ce qui peut être intéressant aussi, c'est au niveau de l'approche mentale. Il y a des formats que j'utilise pas mal chez les femmes pour justement les mettre en confiance, les challenger. Donc beaucoup de singles assez lourds sur par exemple le bench qui récupère bien, parce que je sais qu'elles ont besoin aussi de se confronter à des barres pour les banaliser, puis ensuite rajouter du 0,5, tu sais. Ouais. Là où un homme, bah, ça va être un peu moins ça, et puis même ça va être plus traumatisant. Les formats type AMRAP, j'aime bien aussi les utiliser chez les femmes, parce que globalement c'est le genre d'individus qui vont avoir un petit peu plus tendance à surréfléchir, même si je fais une généralité, c'est ce que je vois, hein, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de manque de confiance, etc. Donc on va dire au niveau des formats, j'aime bien faire ça. Il y a plus de femmes qui ont peur en fait de la charge entre guillemets. Ouais, et du coup les confronter à des formats où en fait elles peuvent se pousser et voir qu'en fait ou à l'inverse, elles ont un peu des pensées limitantes. C'est ça, ou à l'inverse, être beaucoup sur la retenue pour en fait ne pas prendre le risque de trop me confronter à une fin de bloc qui va tellement les stresser qu'elles vont toujours louper en fait. Ouais. Tu sais, le fameux single fin de bloc que tu loupes à chaque fois. Ouais. Bah, y a certaines où en fait je les confronte jamais et forcément la progression est beaucoup plus lente, mais en fait ça se fait sans douleur. Ouais. Parce que justement il y a ce truc de vu qu'il n'y a jamais d'échec, vu qu'on est toujours submax, bah ça progresse, mais elles sont confiantes, en confiance. Et généralement à un moment ça me dit bon Max, c'est quand que je pousse, je sais pas quoi, je dis bon bah là c'est le bon moment pour ouais c'est ça. Okay. Et au niveau des assists, beaucoup plus de renfort jambes, parce que généralement les femmes aiment beaucoup se détruire les jambes, donc c'est un truc à prendre en compte sur le stress général du bas du corps. Et moi j'ai des femmes qui adorent se détruire le haut du corps aussi. Hein. Ouais, le haut du corps, mais le bas du corps, t'inquiète. Oui. Et toi mon Romain? Bah moi c'est pareil que toi, j'ai tendance au niveau du bench à beaucoup adapter et faire des formats où en fait je garde la même charge tout au long du bloc, où en fait par exemple en fait j'ai un format où je sais pas, elle peut être à 40 kg et en fait on commence en 1x3, 1x4, 1x5 et en fait en fin de semaine le 1x3 en fait il passe à 42. Ah ouais, en fin de semaine avant le début de... Ouais, des fois en fait je fais évoluer la charge, mais du coup je sais que ça va être beaucoup plus dur, donc je varie en fait pas mal pour garder en fait une intensité que je souhaite. Et j'essaye toujours en fait de garder un peu une mécanique dans ma tête, tu vois, de commencer autour des RPE 6-7 et de finir 8-9 pour créer en fait toujours cette dynamique. J'ai tendance à pas mal aussi mettre des singles, les confronter et comme tu dis, essayer de créer une dynamique de confiance et également quand c'est possible, quand la personne est en confiance, de pouvoir pousser un peu la machine et de la confronter vraiment à des grosses charges et faire évoluer en fait le mental là-dessus et aussi en fait dans mes retours essayer vraiment de motiver la personne à se donner. Je sais que les femmes bon, souvent elles sont un peu plus bavardes que les hommes et donc ça dépend. en tout cas ce que j'ai pu remarquer moi sur mon pool d'athlètes, et j'essaye vraiment de les motiver à fond et de les rassurer aussi par certains moments. Après je fais en fonction des individualités bien sûr, mais voilà, on est à peu près sur la même méta. Cool là-dessus. Ok, petite question pour les gens qui viennent de commencer la force.
tu vois, où en fait ils ont fait un an de muscu et ils regardent les réseaux, ils voient des mecs soulever lourd. Ouais. Ils disent ah ça serait bien si je commence la force, ils testent et ils se posent la question en fait s'ils devraient prendre un coach. Est-ce que tu penses que bon je pense que t'es biaisé de par le fait que t'es un coach, mais est-ce que tu penses que c'est nécessaire de prendre un coach ou c'est intéressant? Qu'est-ce que tu en penses à ce sujet-là quand tu commences la force? C'est pour tester, tu vois. Bah là, je pense que par moment, il faut savoir se casser la gueule pour prendre conscience qu'on a besoin d'aide. Ouais. Même si c'est cool, vaut mieux prévenir que guérir. Mais je pense que quand tu débutes la force, t'es pas nécessairement tout de suite obligé de prendre un coach. C'est bien aussi de faire ses erreurs en mode, tu sais, de tester un petit peu la méta RPE10 toutes les semaines pendant 2-3 semaines et aller chercher les kilos du débutant directement. Je pense que c'est bien aussi de se faire un peu kiffer comme ça, mais il faut vite ensuite se faire encadrer. Parce que déjà tu vas gagner du temps, donc généralement le temps c'est de l'argent, hein, j'ai envie de te dire. Et généralement, en fait, les personnes qui se mettent à la transition de force, souvent c'est des personnes jeunes, et en fait ils sont en plein pic de testo, et c'est là où en fait ils peuvent construire le plus de muscles et avancer le plus rapidement. Bah, pic de testo, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Maintenant ça dépend, il y a des gens qui commencent à 23, 24 ans, donc bon, Ouais. voilà. Mais en tout cas ils ont le pic du débutant, c'est-à-dire que qu'ils fassent de la merde ou pas, ils vont progresser. Ouais. Donc à la limite ça me dérange moins que le mec soit pas coaché quand il peut progresser en faisant de la merde. Mais le mieux en fait c'est de construire des bases solides que tu vas exploiter sur le long terme plutôt que progresser très rapidement et te flinguer parce que t'as fait n'importe quoi ou alors un peu te dégoûter de la pratique parce que t'as très vite progressé et ensuite tu te retrouves à crash et du coup avoir l'impression que t'es devenu nul, etc. Donc faut savoir faire attention à ça, mais globalement ouais. Je suis pas de ceux qui vont dire oui, prends tout de suite un coach. Non, vas-y, fais tes 6 mois tout seul. Et ensuite, si vraiment la pratique t'aime, si vraiment la pratique tu l'aimes et que tu as envie de t'investir réellement, c'est là où tu vas te pencher vers le coach. Parce que forcément, si tu investis, je sais pas, un budget chaque mois pour un coach, mais qu'au final t'aimes pas ce sport, tu peux vite te retrouver à faire perdre le temps à ton coach et à mettre ton argent à la poubelle. Parce que, encore une fois, un coaching c'est pas magique. Donc, ouais, je serais d'avis d'attendre un petit peu quand même et de te renseigner par toi-même aussi pour savoir dans quel sport tu t'engages en fait, tout simplement. Ouais. Bah moi en tout cas c'était mon cas. Je faisais de la muscu et j'ai vu à ma salle il y avait un gars qui faisait du power et ça m'a intéressé de me renseigner sur ce sport. Et en fait j'ai pris un coaching directement et j'ai direct vu en fait que je pensais pouvoir le faire par moi-même et en fait j'ai direct vu qu'en fait je connaissais rien et que même enfin au niveau de ma technique ou quoi, je me suis dit en fait si j'avais pas pris ce coach dès le début, en fait j'aurais pu pendant un an voire plus en fait développer un schéma moteur, une technique en fait qui est pas du tout adaptée et qu'en fait j'aurais dû désapprendre, tu vois, voilà, au final. Ça, je suis moyennement d'accord parce que je pense que le corps est une machine formidable et que si tu fais vraiment de la merde pendant très longtemps, il te le fera savoir. Maintenant, je suis d'accord avec toi, on peut toujours optimiser, Ouais. mais si tu t'entraînes pendant un an de façon stable, etc., tu vas finir par avoir une technique qui est correcte. Donc pour moi, c'est un peu un mythe ce truc de dire ouais, ça fait 3 ans que tu es dans le faux et oui, bien évidemment, il y a des gens à qui c'est peut-être arrivé, mais pour la plupart des gens, en fait, ils vont créer des compensations, etc. Et ils s'en sortiront toujours. Maintenant, c'est bien, encore une fois, d'avoir le coach pour créer la fondation et ne pas perdre ton temps sur le fait de ouais, je me cherche avec ma stent. C'est plus ça le problème en fait. C'est le fait de se chercher et de pas se stabiliser parce que tu es seul en fait. T'as personne pour te cadrer dans ton queuing, dans tout ce que tu veux. Et en fait, le fait de passer de sumo à tradi tous les 4 matins, de changer ta stance au bench, au squat, etc. C'est ça qui crée de l'instabilité et qui te fait perdre ton temps quelque part. Ouais. Et en fait, on se rend compte que la plupart du temps, on est vite limité en fait au niveau technique, mais pas au niveau force. Tu vois, on a la force, mais techniquement, il y a toujours un truc qui cloche. On peut le voir aux France. Aux France, la plupart des gens ne loupent pas leur barre à cause de leur force. Au contraire, ils la loupent parce qu'ils n'ont pas les standards, parce que leur technique est pas efficiente pour aller chercher tel ou tel angle, parce que les gens savent pas rester dans leur axe de poussée. Enfin, problème technique encore une fois. Ouais. La force, si tu es capable de soulever 500 kg à la presse à cuisse à Basic Fit, c'est pas que la presse à cuisse c'est simple, c'est que tu as de la force dans les jambes en fait, énormément de force dans les jambes, mais t'as pas du coup
les compensations techniques à mettre en place que la presse ne t'oblige pas à mettre en place étant donné que c'est guidé. Ouais, ouais. En fait, il faut voir ça comme ça. Le squat, on est tous capables de soulever plus en plus, mais on n'est pas tous capables de garder, de rester dans le bon axe, bien en appui, etc. Avec 200 kg sur le dos, quoi. Okay. Et tu conseillerais de tourner vers quel coach? Parce qu'en fait, il y a plein de coachs en France, tu vois, et Ouais. c'est dur de choisir, quoi. Bah forcément, je te dirais, tourne-toi vers nous en fait. Mais des bons coachs en France, il y en a quelques-uns. Faut pas être biaisé par l'image un peu marketing du coach et de se dire je vais porter du Nike parce que c'est Nike en fait. Moi, je connais plein d'autres marques de sport qui sont très bien et qui sont même beaucoup plus qualitatives et moins chères. Même si le tarif, on en reparlera. Moi, je pense que si tu veux, enfin, pour trouver ton coach, en fait, déjà, intéresse-toi à lui. C'est-à-dire, par exemple, nous, on crée du contenu podcast, etc. C'est dans ce but-là, en fait. C'est que les gens nous regardent pendant longtemps parler et, en fait, ils peuvent s'identifier ou pas à nous. Ils peuvent nous aimer ou pas, aimer notre vision ou pas, notre personnalité, etc. Et donc, moi, je te conseillerais de t'intéresser à ton coach, étant donné que tu vas travailler avec lui et de façon aussi même intime, parce que des fois, en fait, je vais te poser des questions sur des choses qui sont un peu plus extra sportives, c'est-à-dire ça se passe mal en ce moment, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, si t'as pas le feeling, si t'as pas la confiance, bah t'auras jamais cette proximité qui permet aussi d'aller un peu plus dans le détail, quoi. Donc t'intéresser à ton coach avant de le prendre, plutôt que voir un reels de lui, te rendre en description, cliquer sur le lien et commencer un coaching. Tu sais même pas c'est qui la personne, tu sais même pas c'est quoi sa vision, tu sais même pas comment elle est coach. Ouais, pas hésiter à DM en fait directement. DM, prendre ton appel, encore une fois, l'appel c'est quelque chose qui n'engage à rien, c'est pour aussi voir un petit peu si ça colle avec ce que tu recherches. Moi généralement, lors de l'appel, j'explique, je fais un brief de qui je suis, comment je vais te programmer, sans rentrer bien évidemment dans les détails parce qu'on s'en fout un peu, mais typiquement si tu vas vers un coach, tu sais pas t'autoréguler et que le coach il coach uniquement en RPE, bah t'es foutu quoi. Mais il avait un beau feed Instagram. Bref. Donc s'intéresser à la personne que tu vas choisir et s'assurer que tes valeurs et ce que tu recherches sont les siennes. Parce que forcément, si tu as besoin d'être encadré en compétition et que le mec se déplacera jamais pour toi, c'était peut-être pas le bon coach. C'est peut-être un bon programmateur, mais c'est pas ce que tu recherchais au final. Donc DM et on t'explique ce qu'on est capable de t'apporter en fait. Période. Toi, Romain, du coup, est-ce que tu as déjà connu des échecs dans un de tes coachings, genre, je sais pas, une collaboration qui se passe très mal, un athlète que tu n'arrives pas à faire décoller, une blessure que tu n'avais pas du tout prédit? Est-ce que tu as déjà eu, on va dire, un truc qui t'a fait, je sais pas, te remettre un peu en question, ou qui t'a un peu déçu? Ouais, bien sûr, j'en ai plusieurs. Je pense notamment en fait à des athlètes qui tout se passe bien et d'un coup en fait développent une petite gêne, une petite blessure qui pop, que ça soit en fait de par l'entraînement ou de par en fait une activité qu'ils ont faite hors entraînement, et du coup ça casse toute la mécanique de progression et ça oblige en fait à changer complètement les plans. Après j'ai déjà eu en fait un de mes athlètes, bon c'est un de mes premiers athlètes, en fait je connaissais pas vraiment sa mentalité, j'ai appris à le connaître, mais j'ai appris aussi à développer mon coaching et en fait je me suis rendu compte que cette personne-là en fait il fallait éviter de trop la surexposer d'informations et plutôt la driver en fait dans le sens motivation et confiance en soi. Et j'ai remarqué que au niveau de cette personne-là, je pense fait un peu stagner en fait par période, de par le fait que je voulais vraiment qu'elle soit le plus opti possible, tu vois, au niveau de sa technique. En cherchant en fait toujours en fait à faire des retours en mode je voyais en fait des choses à améliorer et en fait je voulais lui dire, tu vois, Du coup, tu lui donnais trop d'informations. je lui donnais trop d'informations. Et est-ce que cette personne les mettait en place? Oui, en fait elle essayait mais elle n'arrivait pas forcément à le faire et en fait je pense qu'elle oubliait aussi l'essentiel en fait, c'est de pousser, mais c'est de ma faute parce qu'en fait je lui donnais constamment en fait des choses à faire
Et je me suis rendu compte en fait aussi que parfois en fait il faut aussi garder pour soi en fait certains points techniques pour les donner en fait un peu plus tard et pour créer en fait une dynamique aussi de confiance, parce qu'en fait si à chaque retour en fait il y a toujours un point à améliorer, j'ai l'impression que l'athlète, tu vois, il se sent nul en fait, en mode ah je fais toujours un truc mal. Et c'est arrivé à bien doser ça, et je me suis rendu compte que j'ai fait des petites erreurs là-dessus sur mes premiers coachings. Et voilà, globalement c'est ce à quoi je pense. Bah, moi, ce que je dis souvent, c'est que le meilleur cueing, c'est le temps, en fait. Genre, des fois, en fait, tais-toi et pousse. Et c'est pareil pour le coach. Tais-toi et laisse-le pousser. Je pense qu'il y a des problèmes ou même des choses à optimiser qui vont se faire toutes seules. Encore une fois, le corps, c'est pas un tas de graisse abruti, c'est quelque chose qui généralement tend vers l'équilibre, vers l'homéostasie, et forcément si ta technique est déséquilibrée, enfin ça va se réguler quoi. À part si vraiment t'es persuadé que t'es dans le bon et que tu fais exprès de faire l'erreur quoi. Donc des fois savoir se taire et prendre juste la température, driver l'athlète sans pour autant le surstimuler avec des informations qui vont être inutiles quoi. Moi, pour ce qui est d'avoir eu des collaborations qui sont mal passées, j'en ai eu pas mal, parce que forcément, plus tu coaches, plus tu vas connaître des déceptions. Je pense que les plus grosses déceptions, ça reste quand même ce truc où, genre, t'es là, tu t'investis, etc., mais en fait, la personne... Il n'y a pas de retour? Il n'y a pas de retour, il n'y a rien, en fait. Genre, ouais, okay. Tu te demandes même pourquoi la personne, elle est là, et moi, j'ai eu des collaborations, par exemple, moi, je fonctionne sur engagement 6 mois ou sans engagement. Forcément, la personne voit le tarif avantageux en 6 mois, donc elle prend 6 mois. Et en fait, au bout d'un mois, j'aime pas trop la force, ou alors je prends pas assez de plaisir à l'entraînement, etc. Tu proposes des choses, tu corriges le bloc, tu mets en place des choses, etc. Et rien n'y fait, en fait, la personne n'a juste pas envie d'être là. Et t'es là, tu te retrouves en fait à avoir un mec qui te paye et c'est limite en fait si tu le comptes plus comme un athlète. Donc ça c'est les plus grosses déceptions que j'ai en mode c'est plus moi quand j'engage quelqu'un c'est parce que je juge que il va pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Ouais. En mode il mérite sa place dans le système parce que lors de l'appel téléphonique j'ai senti que le projet me correspondait et lui correspondait tu vois. Ouais. Donc je trouve que c'est pas très honnête de s'engager dans un coaching alors que t'es même pas sûr de toi et qu'au téléphone tu fais genre d'être investi, d'avoir envie de taffer quoi. Donc ça c'est la déception globale. Maintenant ça m'est déjà arrivé du coup d'avoir c'était il y a pas très longtemps, j'ai une athlète que j'avais depuis 1 an et demi. Elle m'avait contacté parce qu'elle était coachée par un coach qui faisait un peu de la merde. Et du coup j'ai très vite relancé une dynamique dans l'entraînement. Elle avait pas mal de douleurs, on a soigné les douleurs, etc. Mais je sais pas, je pense que c'était parce que elle savait pas se canaliser. Enfin, elle était tout le temps dans l'overshoot, dans le fait de mettre trop. Elle tapait des grains RPE10, elle me mettait qu'elle était RPE6. Et en fait, je trouvais toujours un moyen pour la driver sans qu'elle overshoot. Donc on arrive à se stabiliser, mais en fait, trop tard. Elle avait tellement créé de raideurs, etc., qu'il y a eu des douleurs qui sont apparues. Et en fait, pendant 8 mois, on a rehab. Je l'ai orienté vers un kiné à côté de moi, ce que je lui proposais. Il y avait de moins en moins de retours, etc. Et en fait, de plus en plus de douleurs. Et en fait, elle s'est mise à flamber. Et j'ai jamais réussi à la récupérer. Enfin, il y avait des périodes où ça se calmait, etc. Mais après, il y a d'autres problèmes de santé qui sont apparus. J'ai même fait des liens entre potentiellement un SOPK et ses douleurs au dos. Enfin, et en gros, je me sentais tellement en mode... Ouais, comment je peux l'aider? J'ai tout essayé et en fait à la fin elle était juste plus investie, ce que je peux comprendre parce que ces douleurs l'ont un peu dégoûté de la force et au début je le vivais personnellement en mode comme un échec parce que je me disais c'est à cause de moi qu'elle a eu des douleurs etc. alors que en soi non, tu regardes la prog, tout était calculé, modulé, adapté. C'est juste comme ça, la faute a pas de chance et du coup elle a arrêté le coaching sur une mauvaise note entre guillemets. Enfin on est en bon terme mais ça s'est arrêté en mode bon bah là j'arrête la force quoi, je me mets au crossfit quoi. Enfin, ouais. Du coup ça, échec. Et ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des collaborations qui se passent mal parce que humainement ça passe pas en fait. C'est quelque chose qui est réel et on n'entend pas beaucoup parler dans le monde du coaching, mais le nombre de fois où moi j'ai des appels téléphoniques où
où la personne me raconte un peu sa situation actuelle avec le coach et à chaque fois, t'as l'impression, tu te demandes pourquoi la personne est coachée par cette personne si ça se passe pas du tout bien humainement. Et moi, il y a quelques fois en fait, soit comment dire, la relation de l'athlète envers le coach n'était pas du tout adaptée, donc soit la personne était trop à l'aise ou, ou me considérait trop comme un pote, soit juste en fait la façon de penser, etc. collait pas. Donc pareil, ça c'est un peu des échecs parce que tu te dis à partir du moment comment dire, le contexte humain prend le dessus, c'est vraiment c'est vraiment chiant, quoi. Genre, moi, je suis pas là pour t'aimer ou ne pas t'aimer, je suis là pour te faire progresser, tu vois. Et quand t'arrives à ce moment-là où, en fait, le retour technique se transforme plus en discussion de comptoir, en mode, t'es là à t'expliquer sur des choses, en fait, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie de bosser, tu vois. Ah, okay, Ça, je le considère vraiment comme un gros échec pour le coup. Et Dieu merci, ça m'est arrivé genre avec une ou deux personnes, tu vois. Donc, maintenant, je fais très attention qui j'engage et j'essaie vraiment de rester avec une posture très voilà, je suis grave T'es le coach. je suis voilà, c'est ça. Je m'éparpille plus en fait. Là où à l'époque, quand j'ai débuté le coaching, j'avais moins d'athlètes. T'es le coach, t'es pas le pote qui coach. Voilà, c'est ça. Je commençais un peu à être pote avec les gens que je coachais parce que j'avais tu sais, quand tu commences à 5-10 athlètes, tu peux je sais pas, c'était une erreur. Aujourd'hui, alors bien évidemment, ceux que je coach depuis plus de 2 ans, c'est mes potes, tu vois, et si on se croise, on ira boire des bières, mais savoir rester avec une posture professionnelle. Ouais, bien sûr. Et ne pas laisser le champ libre à ce genre de comportement, quoi. Bien sûr, c'est arriver à doser la relation entre avoir une relation en fait amicale, mais que le sujet de discussion reste professionnel et centré en fait sur l'entraînement de la personne. Après, bien sûr, comme l'a dit Max, on peut en fait évoquer des sujets extra entraînement, c'est-à-dire de la vie quotidienne. En fait, tant que tu m'immisces pas dans ton problème, ça me pose pas de problème. Par contre, si je deviens un acteur de ton problème parce que tu m'y invites, c'est là où ça me dérange. Je veux bien discuter avec toi, un peu comme si tu parlais à ChatGPT. Genre en mode ChatGPT, il a pas d'émotion, tu vois. Donc, quand je vais discuter avec toi, je vais essayer de pas avoir d'émotion vis-à-vis de tes problèmes. En fait, je vais pas faire éponge. Par contre, si tu me demandes d'être une éponge et que tu m'invites à rentrer dans ton problème, ça, je ne suis pas d'accord. Et c'est ça qui amène à des problématiques généralement. C'est que, en fait, encore une fois, je suis là pour te faire pousser lourd une barre en métal, pas pour. Bref. Ouais, et c'est pas évident en fait à dire aussi parce qu'en fait il y a la plupart des personnes aussi qui c'est pas évident, mais tu peux le montrer. Ouais, qui ont besoin en fait de s'exprimer et de partager des choses ils ont pas forcément en fait beaucoup de gens qui parlent. Il y a aucun problème. Mais les athlètes le savent très bien. Ouais, c'est arriver en fait à faire la part des choses et en fait rester focus en fait sur la progression de l'athlète. Ouais, c'est ça.